des gens qui disent bah, foutez un peu la paix aux enfants avec ces questions de diagnostic, ça les met dans une boîte, ça les étiquette, on diagnostique trop, on exagère un peu avec ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça en tant que professionnel? Mhm. Moi, ben, des fois, souvent, la question que moi je me demande, c'est qu'est-ce que ça changerait si on diagnostiquait moins? Ok. À la fin de la journée, c'est que ça reste des étiquettes, ça dépend des gens, ça dépend vraiment de la situation. Il y a beaucoup de parents et il y a beaucoup même d'enfants que ça soulage aussi d'avoir un mot sur la souffrance qu'ils ont. C'est plus Ok. juste cette espèce de comme euh, cette espèce de douleur, souffrance, qui n'a pas de nom, qui n'a pas vraiment de forme. Quand on dit plus particulièrement c'est quoi les symptômes, et en fonction des symptômes, qu'est-ce qu'on peut offrir comme traitement, c'est souvent sécurisant. Ok. Donc, je me rappelle en fait pour avoir fait un petit atelier au Cameroun, là, je parlais du stress pour la première fois. Et il y a des adultes, c'était auprès des adultes, il y a des adultes qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ah, merci, pour la première fois, je comprends. Je me comprends. C'est comme si tu décrivais ce que je vis et je ne le savais pas. Donc, c'est un peu ça que tu es en train de décrire aussi pour les enfants, que ça peut être utile de mettre des mots, de mettre ça les sécurise, en fait, ça les calme de savoir que ce qu'ils ont n'est pas quelque part anormal et qu'il y a d'autres personnes qui l'ont et qu'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça. Et l'autre partie à ça, c'est aussi la partie un peu plus institutionnelle. Tu sais, par exemple, dans le milieu scolaire, si on veut avoir des ressources pour son enfant, ça prend un diagnostic. Si OK. on veut avoir, normalement, si on veut avoir des ressources en orthopédagogie, ben là, ça va prendre un diagnostic de troubles d'apprentissage. Si on veut avoir souvent comme des ressources supplémentaires, là, comme un technicien qui est assigné à l'enfant, ben, ça va prendre un diagnostic, soit, dans ce cas, je pense que c'est un code 99, là, qui est trouble de santé mentale non spécifié, ou je pense que c'est un code, je pense que c'est 45, mais je suis pas sûr, là, celui-là, je m'avance, là, pour un trouble du spectre C'est de pas grave le l'autisme. code pour nous. En fait, Et les diagnostics à la fin de la journée aussi finissent par être aussi une porte d'entrée pour des services. Le même, puis c'est pas juste en enfance, même en adulte. Si on pense à l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, pour obtenir des services, mettons comme un psychologue ou une couverture de la médication par cet organisme-là, ça prend un diagnostic médical qui est fait par le médecin, qui est OK. en lien avec l'acte Ça veut criminel. dire que, oui, ça veut dire que si je comprends bien, les parents, si un parent se rend par exemple compte que son enfant aurait besoin de soutien où l'enseignant se rend compte que l'enfant aurait besoin d'un soutien un peu plus, comment je peux dire ça, plus étendu que les autres enfants. La société, en fait, la façon dont nous sommes structurés actuellement fait en sorte qu'on passe généralement par un diagnostic pour qu'on puisse avoir des services supplémentaires. Ça, c'est ce que je comprends. Exactement, tu sais, ça fait partie. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est admis à l'urgence ou quelqu'un qui est admis sur une urgence psychiatrique, ça va prendre un diagnostic préliminaire. Il y a personne qui peut être admis sans diagnostic. Ça fait partie de la mentalité. OK. Même si des fois c'est vraiment diffus et vague, Ouais. souvent en psychiatrie, qu'est-ce qu'on va voir, c'est une impression diagnostique, là. C'est un peu un pré-diagnostic. Si on dit, OK. j'ai l'impression que c'est ça, mais j'en suis pas sûr. OK. Donc oui, ça fait partie de la culture du milieu, la culture du système, là. OK. Donc, ça veut dire que pour des parents qui résistent un peu à cette question de diagnostic et qui se disent, bah, moi, je veux pas que mon enfant est étiqueté, ça peut être soit étiqueté, ça peut être plus difficile à ce moment-là d'avoir des services. Bon, je t'amène un peu plus loin. Bon, on parle aujourd'hui de la Journée internationale de l'autisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi ce truc-là en 2, 3 minutes? C'est un peu quoi l'autisme? C'est quoi, comment on fait pour reconnaître un cas d'autisme? Est-ce que il y a différents types d'autisme? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Mhm. Ben, si on commence par les différents types d'autisme, ça c'est une question à laquelle il y a eu un changement. Il y a eu un changement entre le DSM-4 texte révisé, là, qui était l'ancien guide manuel diagnostic, et le DSM-5 qui est sorti en 2013, si je me trompe pas, et où on a vraiment changé, on a vraiment changé la perspective qu'on avait sur l'autisme, où avant c'était beaucoup plus catégoriel, là, où on avait vraiment des différents types de diagnostics. Là. Il y avait le syndrome d'Asperger, le trouble du spectre de l'autisme. En fait, dans le DSM-4, c'était trouble envahissant du développement, trouble envahissant du développement non spécifié,
syndrome autistique, trouble de l'autisme. Je me rappelle pas exactement c'était quoi le nom. Là, tu avais le syndrome de Rett et le syndrome désintégratif de l'enfance. Moi, je vais te ramener. Là, on est en train de voir toute la science. Je vais te ramener sur le plancher des vaches là. Okay. Pour monsieur tout le monde, c'est quoi syndrome de Rett? C'est quoi? En fait, est-ce que tu peux nous simplifier ça pour qu'on soit capable de comprendre? C'était un ensemble de troubles où on voyait vraiment là, comme 3 types d'altérations. On voyait des altérations au niveau de la communication. Okay. Quand on parle de communication, on parle plus de langage expressif, là, de qu'est-ce que je vais produire comme langage ou de langage réceptif, comment je vais comprendre le langage. Par exemple, je vais donner un exemple, il y a des enfants qui allaient faire, un enfant avec lequel j'ai travaillé, qui était sur le spectre de l'autisme, lui faisait ce qu'on appelle des inversions pronominales. Donc, quand il voulait parler au je, il parlait au tu. Dire tu veux de l'eau, ça voulait dire je veux de l'eau. Je veux de l'eau, OK. Exactement. Fait qu'il inversait ses pronoms. Des fois, ils vont faire ce qu'on appelle de l'écholalie, là, ils vont répéter des mots qu'ils ont entendus de façon répétitive, ou soit ils vont répondre sur le coup, là, tu vas dire verre d'eau, ils vont dire verre d'eau. Ou des fois, ils vont dire des phrases, par exemple, dans un dessin animé qu'ils aiment vraiment, mais dans des contextes qui ne sont pas appropriés. Après ça, il y a le domaine social, où bon, c'est la compréhension des règles sociales, c'est les habiletés sociales, c'est la motivation sociale. Même chez des enfants qui sont de plus bas fonctionnement, on va regarder surtout comme des choses comme le contact visuel, être capable de lire les émotions sur un visage. Donc, il y a toute cette dimension-là au niveau de la capacité à l'enfant d'entrer en contact avec le monde et aussi de comprendre l'aspect social de la dynamique humaine. Ça veut dire quand même que le parent doit quelque part commencer à regarder son enfant si par exemple il se rend compte que l'enfant a du mal à entrer en contact avec les gens au niveau du contact visuel, comme tu dis, s'il est souvent dans son coin, parce qu'il y a des parents qui peuvent dire il est autonome, il dérange vraiment pas. Donc ça veut dire que ce sont des choses qu'il faut surveiller. J'imagine, parce que plus tôt on est capable de déceler, plus tôt on aura des liens. Oui, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans une généralisation puis dire que tous les enfants gênés sont autistes. Là. Il faut regarder vraiment, il faut regarder un peu la triade là-dedans. La première, c'est est-ce qu'on voit un retard de langage ou des particularités au niveau du langage qui sont préoccupantes, passé l'âge de 2 ans. C'est un. 2, il y a vraiment ces difficultés-là de socialisation qui peuvent aussi, surtout à la petite enfance, se manifester par des comportements d'agression, là, des enfants qui frappent, qui mordent, mais aussi des enfants qui vont pas... un enfant de 2 ans, ça entre en contact avec les gens, ça regarde dans les yeux, ça teste. Ça va être souvent, c'est des enfants qui vont pas nécessairement rentrer en contact, qui vont pas essayer de socialiser, qui vont pas nécessairement essayer d'aller vers les autres enfants, ou quand ils vont vers les autres enfants, on va voir clairement qu'ils n'ont pas nécessairement les outils pour être capable de minimalement socialiser avec eux. Puis après ça, on regarde la troisième chose, là, c'est un petit peu ce qu'on appelait dans le passé le troisième domaine, là, qui comprend tout ce qui est comportement stéréotypé. Là, on parle de mouvements spécifiques. Là, par exemple, on va voir des jeunes qui vont faire ce qu'on appelle du hand flapping, là, fait que les mains vont se mettre à bouger de façon comme des tics. Exactement, ou il va y avoir des comportements d'autostimulation. Là, par exemple, il va y avoir des enfants qui vont se mettre à tourner, pour avoir de la stimulation vestibulaire. Il y a des jeunes qui vont regarder la lumière et qui vont commencer à bouger leurs mains pour avoir de la stimulation visuelle. Il y a des jeunes qui vont prendre des choses. Ça, c'est assez classique d'un TSA, là, un trouble du spectre de l'autisme. Ils vont faire ce qu'on appelle de la stimulation latérale, là, où est-ce qu'ils vont regarder des objets, mais vraiment comme en périphérie de leur champ visuel. Fait que ça, c'est les comportements plus stéréotypés. La deuxième chose, c'est les intérêts restreints. C'est normal qu'un enfant de 2 ans soit intéressé par 3-4 choses. Mais 3-4, c'est quand même beaucoup pour un enfant de 2 ans. Là. Mais tu sais, un enfant, par exemple, de 7 ans, s'intéresse juste aux Beyblades, puis qui est juste capable de parler de Beyblades. Puis quand il parle de Beyblades, c'est un monologue, puis il n'est pas capable de changer de sujet, puis les autres enfants ne savent pas quoi faire. On commence à parler d'intérêts restreints. OK, très bien. J'ai Cristal qui dit cette pandémie a et aura de lourdes séquelles sur la santé mentale des individus, et ceci peu importe l'âge. Mais les enfants restent les plus vulnérables. Nous devons absolument leur parler, leur expliquer ce qui se passe et surtout leur montrer qu'ils font partie intégrante de la société. Alors, je vais la lier avec la question de Yannick qui dit comment amener justement dans ce sens-là les autres enfants à accepter un gamin atteint de troubles mentaux. Parce que généralement, dans la vie active, on les considère comme des enfants déséquilibrés. Pourtant, c'est une maladie qui peut être traitée avec un bon suivi. Est-ce qu'il y a des trucs? Je pense aussi, par exemple, à des enfants qui vont peut-être ne pas vouloir qu'on vienne les consulter et tout parce qu'ils ont peur d'être identifiés comme des enfants qui ont plus besoin de problématiques, ceux qui vont des professionnels. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour un parent, par exemple,
d'abord de rassurer son enfant et de l'accompagner là-dedans. Et deuxièmement, pour un enfant de pouvoir, comment ça se fait? Comment